Alors, et si le mémorial avait été publié en 1817? Alors, ce sont les Anglais qui aiment bien les uchronies. Pourquoi cette question? Parce que, eh bien, on en a déjà parlé hier, le manuscrit aurait pu repartir avec Lascaz. Et comme l'a dit Thierry dans son intervention, s'il avait pu repartir avec, il aurait très certainement publié en 1817 très, très vite, puisque, nous allons le voir, les éditeurs ne mettaient que quelques mois à traduire les livres et à les sortir en librairie. Alors, revenons juste sur la saisie du journal assez rapidement, parce que c'est un élément important. Voici la copie à la British Library du journal original de Lascaz, donc qui a été, on en a parlé longuement hier, découverte par Peter et ensuite édité avec Perrin par la Fondation. Ce journal, donc, a été saisi, alors même que Hudson Lowe, finalement, n'avait pas le droit formellement de le saisir, puisqu'il ne contient pas d'informations véritablement, enfin pas compromettantes, mais dangereuses pour le gouvernement britannique. Il n'y a pas de... Donc c'est un journal, effectivement, comme vous le savez, de confession, qui raconte, etc., mais il n'y a pas d'éléments dangereux ou d'espionnage pour le gouvernement britannique. En fait, très rapidement... Lascaz a protesté, il dira à Hudson Lowe, merci Charles Éloi, ce sont des documents qui se trouvent à la Bibliothèque nationale, je m'oppose formellement à ce que vous lisiez désormais mon journal, arrivé en Angleterre avec ces papiers, je demanderai aux ministres à leur tour, et j'appellerai le monde en témoin de quelle utilité peut être aux yeux des lois un papier où se trouve consigné dans toute la négligence d'un mystère profond, jour par jour, la conversation, les paroles, peut-être même jusqu'aux gestes de l'empereur Napoléon recueillis à son insu, dit-il. On en reparlera de ça. Mais enfin, il dit, c'est un simple journal, je ne vois pas pourquoi vous me l'avez enlevé. Alors, ce qui est intéressant, c'est, Lascaz le réclame, Napoléon le réclame aussi, il réclame un certain nombre de papiers qui avaient été pris à Lascaz, dont, quatrième point, vous voyez, c'est souligné, un journal très volumineux que le comte de Lascaz avait rédigé par ordre. Alors, c'est pas la même version. Hein. Lascaz disait non, mais je l'ai écrit à son insu. Hein. Et là, non, c'est bien Napoléon qui l'a commandé, et donc il est dit, et où il était relaté jour par jour tout ce qui nous était arrivé depuis notre départ de Paris. Donc quelque chose finalement d'assez banal, entre guillemets. Ce n'est pas la version d'Hudson Lowe qui, Hudson Lowe, lui, dit, il écrit à Bathurst, c'est un journal très volumineux, tenu par le comte de Lascaz, qui a inséré tout ce qui est arrivé au général Bonaparte depuis l'époque où il a quitté Paris, jusqu'au jour où l'arrestation du comte a eu lieu. Ses actes, ses conversations, ses remarques, des copies de toutes ses remontrances, y compris les lettres de Montholon, ses gestes, même, y sont notés. Le tout est écrit avec la minutie de la vie de Johnson par Boswell. Boswell, un grand auteur britannique, d'ailleurs, qui avait écrit un journal lorsqu'il s'était rendu en Corse et qu'il avait rencontré Paoli. On aurait pu faire peut-être une comparaison d'ailleurs avec le mémorial. La force de langage du général Bonaparte et l'embellissement du style du comte de Lascaz, tout y est sacrifié au grand objet de présenter à la postérité le général Bonaparte comme un modèle d'excellence et de vertu. Les faits y sont altérés, les conversations rapportées seulement par moitié, ses propres expressions répétées, les réponses omises. Alors, en réalité... Hudson Lowe, quand il découvre ce journal, il tombe de sa chaise parce qu'il est cité tout le temps. À partir de son arrivée, 14 avril 1816, il apparaît comme personnage dans le journal, et pas encore dans les termes aussi noirs que dans l'édition de 1823, mais par exemple, toutes ces disputes avec Napoléon sont relatées. Et Hudson Lowe a peur d'une seule chose, en réalité, à Sainte-Hélène. Oui, évidemment, de l'évasion de Napoléon, ces choses-là, mais il craint surtout la publicité ou les critiques qu'on pourrait lui faire sur son rôle de gouverneur. Donc, il s'évertue pendant tous les 5 ans de son mandat à essayer d'empêcher que sortent de l'île des remarques, des critiques sur lui, en fait. C'est lui qui, vous avez ici, c'est aussi la Bibliothèque nationale de France, ce que Hudson Lowe découpait des journaux parce qu'il collectionnait tout ce qui se rapportait à lui. Il faut savoir que Hudson Lowe était un orgueilleux de première catégorie et que donc il ne pouvait pas supporter la critique, et c'est pourquoi d'ailleurs il n'aimait pas O'Meara, parce qu'O'Meara, encore jetons dans la machine à Peter Higgs, qui nous a stipendié 10 € chaque fois qu'on cite O'Meara. Il en est à 3 000 € ce matin. Donc, c'est pas fini, la journée n'est pas finie. Et si vous voulez, O'Meara a une correspondance directe avec un secrétaire
d'État à la marine, et ça ne plaît pas à Hudson Law, qui n'aura de cesse de vouloir renvoyer O'Meara, pour cette raison surtout. Donc, Law s'empare du journal parce qu'on parle beaucoup de lui, et pas en bien. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, si un autre gouverneur, si était parti du temps du premier gouverneur Cockburn, etc., peut-être que Lascaz aurait pu partir avec son manuscrit. Et ça nous aurait donné, pardonnez-moi ce mauvais montage, je ne suis vraiment pas aussi bon que l'intelligence artificielle pour créer des premières unes, nous aurions eu un journal of private life and conversation of l'empereur Napoléon en Londres en 1817 et non pas en 1823. C'était possible. Alors, néanmoins, dans quel contexte serait arrivé ce mémorial, ce journal? Parce qu'il ne se serait pas appelé mémorial, il se serait appelé journal ou, comme on l'a vu hier, mémoire de Napoléon et effectivement sous cette forme-là, non pas mémorial, puisque évidemment en 1817 Napoléon n'est pas mort et entend encore, peut-être espère encore sortir de son île, de son exil. Il n'est pas aussi malade que dans les années 1819, 1820 et 21, bien entendu. Donc il y a un certain contexte. Alors, paraît en novembre 1816 chez Ackermann les lettres de Warden, du chirurgien Warden, qui se trouvait à bord du Northumberland et qui a accompagné donc Napoléon jusqu'en avril 1816, puisqu'il repart avec Cockburn, qui fut le premier gouverneur de Sainte-Hélène, donc il n'a pas connu Hudson Law, il repart début vers le mois d'avril 1816 et très rapidement vers la fin de l'année, il publie ces lettres, des fausses lettres en réalité, qui rapportent ses conversations avec Napoléon. En réalité, il a très peu vu Napoléon, il a très peu parlé, déjà pour une raison simple, c'est qu'il ne parle pas français. Donc il ne parle que l'anglais. En réalité, il s'est adressé à qui? À Lascaz. Il a souvent parlé avec Lascaz, il y a une note ici qui le dit, et Lascaz lui rapporte des conversations de Napoléon. Alors pourquoi Lascaz fait ça? C'est pas parce qu'il veut y vanter son mémorial à l'avant, non, mais c'est parce qu'en fait, il participe à la publicité, à la communication, on va y revenir, napoléonienne. C'est-à-dire qu'il diffuse du discours napoléonien. Napoléon parle à tous ceux qu'il rencontre, ou presque, et essaye d'imposer un discours, et Lascaz participe à ce processus activement, et donc parle à Warden, et Warden va publier sous forme de lettres, enfin, où il raconte la traversée, il raconte les premiers mois à Sainte-Hélène, il embellit tout ça un petit peu lui aussi, mais il rapporte des propos de Napoléon via Lascaz. Des propos historiques, surtout, ou sur des... et là, on reconnaît comment dire, la patte d'un éditeur, et sur des polémiques d'époque qui agitaient l'Angleterre, polémiques historiques, entendons-nous. Hein, l'exécution du duc d'Enghien, je lui parlais hier de l'affaire de Jaffa, etc., etc. Vous avez contenu dans les lettres de Warden des versions attribuées à Napoléon sur ces événements historiques, noyées dans des lettres qui relatent une traversée, donc le début de la captivité. Alors, cet ouvrage, il faut le savoir, connaît un immense succès. On se l'arrache, les éditions et rééditions ne se comptent plus, les lettres de Warden deviennent un best-seller, très rapidement. Il est envoyé alors, avant qu'il soit envoyé à Sainte-Hélène, avant que Lascaz parte, un autre, c'est Santini ici, un autre serviteur de Napoléon est parti avant, a emporté avec lui un appel, un manifeste rédigé par Napoléon et Montholon, qui se plaint des conditions de la captivité. Il repart avec ce document, hein, donc vous voyez qu'on pouvait partir quand même de Sainte-Hélène avec des documents tout de même politiques, alors pas non plus qui menaçaient la sécurité de Sainte-Hélène, mais l'appel à la nation anglaise sur les conditions de détention de Napoléon. C'est une sorte de premier appel de Londres, mais celui-là du 1er mars 1817, dans lequel, eh bien, vous voyez, Londres, chez Ridgway, un éditeur libéral, on parlait hier du libéralisme, donc libéraux, fait partie des libéraux anglais, à Piccadilly, donc si vous connaissez un peu Londres, vous savez où se trouve Piccadilly, c'est à quelques centaines de mètres des ministères anglais. Et donc, ceux qui ont envoyé directement Napoléon à Sainte-Hélène, donc passent la communication napoléonienne et ce second livre, on va dire. Alors, quand le
livre de Warden arrive à Sainte-Hélène. Il est d'ailleurs communiqué par Hudson Law à Longwood. Napoléon le lit un petit peu, ne le trouve pas très intéressant, on trouve que les éléments sont un peu faux, évidemment, il ne lui a pas directement parlé. Bertrand prend le livre et trouve quand même qu'il sait qu'il a eu un certain succès, il trouve la forme intéressante de lettres, ça donne un côté vivant à la chose, et si on se mettait à écrire nous aussi des fausses lettres. Donc, avec Bertrand, Napoléon accepte cette idée. Avec Bertrand, il rédige des fausses lettres. Vous voyez ici le manuscrit qui se trouve aux Archives nationales, en AP 400. C'est le manuscrit tenu par Bertrand et qui a été corrigé par Napoléon. Ces fausses lettres doivent être rédigées en 15 jours, du 13 au 26 mars 1817, avec le grand maréchal Bertrand, que vous voyez ici. Alors, elles porteront un nom, hein, c'est les lettres du Cap de Bonne-Espérance, en réponse à l'ouvrage de Warden. Hein. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on veut faire passer cet ouvrage comme un ouvrage anonyme, parce qu'on ne veut pas dévoiler, si je puis dire, ces canaux de communication, parce que le manuscrit entier, on ne sait pas encore trop comment, mais on pense qu'on a acheté quelques officiers de marine et on lui a donné le manuscrit, on l'a bien payé, il a apporté ça à Londres. C'est très probable. En tout cas, les lettres du Cap de Bonne-Espérance vont être rapidement publiées, mais si elles sont anonymes, il faut quand même les crédibiliser. Alors que fait Napoléon? C'est très intéressant. Voici les lettres. Hein. Alors là, elles sont totalement pas imaginaire, mais Napoléon reprend les éléments de Warden, notamment encore l'exécution du duc d'Enghien, Jaffa, etc. Il donne sa version, une version d'ailleurs mot pour mot, hein, qui se retrouve dans ses mémoires ensuite. Donc c'est vraiment sa version. C'est publié donc en 1817 chez Ridgway. Mais la chose intéressante, donc l'aide du Cap de Bonne-Espérance. Pourquoi Cap de Bonne-Espérance? On dit que cet ouvrage a été rédigé par quelqu'un qui a bien connu Napoléon et qui se trouve au Cap. Et qui c'est? Lascaz. C'est Lascaz qui est au Cap. Et même pour accréditer cette version de Lascaz, il est parti Lascaz, hein, le 30 décembre, donc il n'est plus là du tout, les lettres sont adressées à ma chère Lady C. Lady Clavering. Ben oui. Donc vous avez cette chose magnifique, c'est que nous avons parlé hier d'un Lascaz qui a sans doute imité Napoléon, et là nous avons un Napoléon qui imite Lascaz. Formidable comme jeu de miroir. Enfin, on est dans la... donc on fait croire que c'est Lascaz l'auteur, donc on a une sorte de premier mémorial, mais apocryphe, écrit par Napoléon. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on va croire que c'est Lascaz, bien sûr, et il y aura des lettres du gouvernement britannique qui diront « mais qu'est-ce qu'on a bien fait de renvoyer Lascaz ?» Vous voyez, cet homme influent, cette espèce de conspirateur qui n'arrête pas d'écrire contre nous. Donc, alors c'est quand même un petit peu perfide pour Napoléon, parce qu'il savait quand même qu'il était un petit peu détenu par les Anglais, de lui attribuer ce livre. Voilà, si Lascaz. Mais quel livre, paraît en Angleterre, donc presque un an après l'ouvrage de Warden, mais c'est un énorme succès là aussi. Les éditions se multiplient à tel point que, eh bien, alors, le piquant de la chose, c'est qu'on reçoit les exemplaires imprimés à Longwood parce qu'on ne sait pas que Napoléon en est l'auteur. Donc il reçoit ses propres livres. Et puis on sait que c'est du succès, donc on se met à en écrire d'autres. Napoléon se met à écrire d'autres lettres. Ce seront les lettres d'un capitaine de bateau, qui seront là encore publiées en Angleterre. Et puis aussi, rédaction donc en juillet 17, publication début 18. Vous voyez, ça va vite. Hein, ils sont rédigés en français, ou probablement peut-être traduits sur place par Madame Bertrand ou Mera, on y revient, Peter, et tout de suite publié début 18. Alors ce sont des lettres là, d'ailleurs plus étranges, mais qui dénoncent les conditions de la captivité. On ne parle plus d'histoire, on parle de la captivité, c'est un faux marin qui arrive et qui trouve que vraiment ce qui arrive à Napoléon, c'est vraiment indigne de la nation anglaise, etc., etc. On fait passer en même temps des observations à Lord Bathurst. C'était un mémorandum qu'on avait envoyé à Lord Bathurst qui n'avait pas répondu. Donc, même chose, on le fait publier en Angleterre. Et encore, le manuscrit de l'île d'Elbe, qui était un vieux manuscrit qu'on avait rédigé effectivement à l'île d'Elbe en 1814 avec Bertrand pour asseoir la légitimité des Bonaparte par rapport aux Bourbons. C'est une étude comparative qui vise à délégitimer les Bourbons en disant finalement ils ne sont pas légitimes sur le trône de France. Donc, vous voyez, je veux dire, à chaque fois, on envoie du manuscrit, c'est publié, les éditeurs libéraux en Angleterre les publient, et chaque fois, du succès et encore du succès. Il y a un autre si je puis dire, livre qui arrive,
le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. Je me souviens, cher maître, que vous nous avez raconté maintes fois avoir reçu des appels téléphoniques de gens qui ont dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé les mémoires de Napoléon dans mon grenier, j'ai un exemplaire, il parle à la première personne. » Et non, c'est le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. Vous les avez tous déçus, maître. Ils pensaient faire des fortunes aux enchères. Et vous les avez vous leur avez enlevé toute illusion. Oui, en fait, c'est un pastiche libéral, celui-là, qui fait parler Napoléon à la première personne, rédigé sans doute dans le cercle de Madame de Staël, ou très certainement d'ailleurs, et qu'on fait paraître également à Londres, un manuscrit très intelligent qui reprend l'idée, on en a parlé hier, d'un Napoléon libéral, et en gros qui dit « je suis libéral ». Alors évidemment, parce que quand même les gens s'en étaient rendus compte, je n'ai pas pu appliquer le libéralisme dans toutes ses composantes, mais c'est parce que j'en ai été empêché par la guerre, mais si j'avais pu rester, je l'aurais fait. Voilà, en gros, hein. Je simplifie vraiment. Mais manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue, qui d'ailleurs est recopié, copié et recopié en France. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'exemplaires manuscrits un peu partout en France, et encore sans doute dans des greniers. La preuve récemment, grâce à quelqu'un qui nous en a fait le don, et que je salue ici. Eh bien, là aussi, grand succès. Hein. Alors, il est sous forme manuscrite en France parce qu'il est interdit, mais à Londres, on peut tout à fait le lire. Et là, encore, grand succès. D'ailleurs, Napoléon le reçoit à Sainte-Hélène et se dit « Ah mince, j'aurais dû l'écrire, hein, parce que j'aurais dû écrire comme ça, parce que c'est vraiment réussi. » Et les autres. Alors, Lascaz a publié aussi, en 1819, il publie la lettre à Lucien. Vous savez, la lettre à Lucien qu'on a trouvée dans le gilet de Scott. Alors c'est là un peu l'inconséquence d'Hudson Lowe, hein, parce qu'il lui a pris le manuscrit, mais alors la lettre de Lucien, dont Lascaz avait une copie, et qui était la preuve de sa correspondance clandestine, mais il lui a laissé, par exemple. Donc, il publie cette lettre et d'ailleurs aussi des premiers mémoires de Lascaz qui racontent sa vie et aussi qui donnent des éléments un petit peu sur le sujet et qui réclament bien sûr son manuscrit, le futur mémorial. Et puis beaucoup d'autres, voici les publicités dans la presse anglaise et ailleurs, des lettres de Murat, des ouvrages sur l'Empire, etc. Enfin bon, c'est une publication en foison de livres napoléoniens. Je pense même que d'ailleurs, la table du libraire, vous savez, un peu plus haut, je pense que les librairies britanniques de cette époque-là, 1819, étaient encore plus garnies de livres napoléoniens et que vous auriez tous acheté. Tellement, et la presse en fait l'écho, je n'ai pas pu mettre tout ça, mais enfin, ce sont des occurrences incroyables. Hein. J'ai pu faire calculer qu'on dépasse les 5000 occurrences du nom de Napoléon et Bonaparte dans la presse britannique des années 1817-1818, c'est-à-dire qu'on parle de lui autant de fois, autant que lorsqu'il était au pouvoir. Et alors même qu'on l'a envoyé à Sainte-Hélène pour le faire oublier. Donc c'est totalement raté. Hein. Là, ça a été une catastrophe. Hein. Il y a un espion français à Londres qui écrira « Le fait est que Bonaparte occupe l'opinion publique, on le fait parler, on le fait écrire, on le nomme sans cesse, on le mêle à tout. » Bref, il est partout. C'est une véritable catastrophe pour le gouvernement britannique. Alors, ce discours napoléonien, il se décline en 3 axes. Hein, si vous voyez bien les livres qui sont publiés, il y a d'abord des protestations contre la détention. C'est l'appel à la nation anglaise, ce sont les lettres d'un capitaine de bateau, ce sont les observations à Lord Bathurst. Donc ça, ce sont des ouvrages qui ne traitent que de la détention et des conditions jugées indignes par Napoléon. Ça, c'est le premier axe du discours napoléonien qui se diffuse à travers ses livres et dans la presse. Et les lettres de Lascaz aussi, qui, publiant la lettre à Lucien, dénonce lui aussi, en 1819, les conditions de détention. Donc vous avez, si je puis dire, un premier axe. Le deuxième, c'est le discours politique. Alors il y a le manuscrit apocryphe, mais qui rejoint la tonalité libérale que Napoléon entend reprendre, le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue, le manuscrit de l'île d'Elbe aussi, qui est un discours politique, alors pas libéral, mais là contre les Bourbons, donc on a aussi un discours politique et cherchant à légitimer le pouvoir, et enfin on a le discours historique, hein, c'est les lettres de Warden, je l'ai dit, il revient sur des épisodes historiques, et puis les lettres du Cap de Bonne-Espérance qui sont en réponse à
à Warden, à savoir que le discours historique d'ailleurs a plus de succès que les précédents, et c'est ce qui passe le mieux avec déjà ce mélange entre eh bien, le journal quotidien et comment dire, et les faits historiques rapportés ou que l'on pense de la bouche de Napoléon. Alors, le mémorial, donc, ça, il serait arrivé dans cette vague-là. Donc, après Warden, peut-être concurrent aux lettres du Cap de Bonne-Espérance, pas loin du manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue, aurait-il survécu ? Parce que là, il s'est rentré finalement dans la catégorie des ouvrages de circonstance, qui défendaient un Napoléon encore vivant, qui pensait que, à juste titre, que s'il essayait d'appuyer sur le courant libéral anglais et appeler à témoin la population anglaise qu'il avait acclamée en rade de Plymouth, il faut se le rappeler, eh bien peut-être que cette population, il arriverait à donc comme ça appuyer ce courant libéral, qui pourrait peut-être prendre le pouvoir, parce que le pouvoir est tenu par Lord Liverpool et vraiment les plus réactionnaires des conservateurs anglais. Peut-être que si eux, ils sont renversés, un gouvernement libéral arrive à Londres, peut-être qu'il me sort de l'île. Possible. Et le calcul n'est pas idiot. Hein. Il faut quand même avoir bien en mémoire que Napoléon, à Sainte-Hélène, s'adresse surtout aux Anglais, parce que c'est les Anglais qui le tiennent, et que donc, s'il peut influer Louis XVIII et tout ça, évidemment qu'il ne va pas rentrer en France. Donc, vraiment, l'axe, c'est celui-ci, hein, y compris du discours libéral. Donc le mémorial, enfin le futur mémorial, le journal de Lascaz, c'est arrivé dans ce contexte, et le journal de Lascaz reprend les trois axes du discours napoléonien, historique, sur la captivité et également la partie quotidienne. Donc, il se serait inscrit, on l'aurait tout de suite identifié comme un ouvrage partisan, et aurait-il pu survivre ? Je vous ai remis mon très mauvais montage, hein, il risquait d'être considéré comme un ouvrage de circonstance et donc oublié comme les autres, parce que finalement, les lettres du Cap de Bonne-Espérance, c'est l'expression directe de Napoléon, les autres lettres aussi, et, on les a quand même assez oubliés, même si à l'époque, ils ont connu un grand succès. Alors, même s'il rassemble les trois discours, je l'ai dit, et si son style est supérieur, hein, d'ailleurs, Hudson Lowe l'avait pris pour ça aussi, il avait compris que l'ouvrage avait une portée littéraire déjà, et qu'il risquait de connaître du succès, donc c'est bien pourquoi il l'a gardé. Et il est plus complet aussi, hein, rassemblant les discours, il est plus long, il est plus complet. Donc peut-être qu'il aurait été un peu considéré à part, mais enfin, il y avait quand même un risque qu'il disparaisse ou qu'il n'ait pas le même impact, qu'on ne le considère pas comme un ouvrage mémoriel, mais comme donc un ouvrage, je le redis, de circonstance. Ce fut sans doute une chance qu'il soit saisi, et seulement publié en 1823, le temps d'être complété et d'apparaître dans une vague éditoriale, on va y revenir, moins politique, mais plus mémorielle, parce que Napoléon est mort. Et donc, merci à... Je ne vais pas faire de la publicité pour des yaourts. Et donc, merci à Hudson Lowe, qui, encore une fois, s'est tiré une balle dans le pied, mesdames et messieurs, parce que, j'en parlerai on en parlera ce soir dans la conclusion, le mémorial en 1823, il est augmenté, mais il est augmenté surtout contre lui. Et donc, l'effet sera pire, c'est que, je veux dire, il ne s'en remettra d'ailleurs jamais, même s'il a voulu écrire un contre-mémorial. Merci à Hudson Lowe. Merci, mesdames et messieurs, surtout à vous. Merci.